Bien, donc bienvenue dans une nouvelle partie de chapitre 6 concernant les oscillateurs mécaniques. Dans cette vidéo, on va faire l'étude dynamique du pendule élastique. Alors, définition, comme on a déjà vu dans la première partie, donc un pendule élastique au système solide ressort est constitué d'un solide de masse M fixé à un ressort de longueur initiale L0 et de raideur K, hein, dont l'autre extrémité est attachée à un point fixe. Alors, il y a trois types de pendules élastiques, comme on a déjà dit dans la première partie. Donc, il y a un pendule élastique horizontal, pendule élastique vertical, pendule élastique incline. Donc, avant de faire l'étude des différentes pendules, donc on va déterminer la force de rappel, hein, l'expression de la force de rappel. Très bien. Alors, force de rappel. Alors, on va, avant de parler sur la force de rappel, donc on va prendre une simulation qui va nous montrer hein, l'effet de la force de rappel et on va essayer de faire quoi? De faire tirer la formule vectorielle qui nous a permis de déterminer les caractéristiques de cette force de rendre. De aller et de retour autour de sa position d'équilibre. Donc, si je représente la force, voilà la force de rappel, l'action de faire. Donc, la position d'équilibre, donc, elle est représentée ici par, si je prends hein, le vecteur I suivant l'axe I, voilà. Donc, l'axe OX, voilà l'axe OX. Donc, vous voyez que, voilà, je vais faire arrêter. Voilà. Dans le cas ici, donc, on a la position d'équilibre. Donc, c'est celle-là. Ça, c'est la position d'équilibre. Donc, vous voyez que lorsque le ressort est étiré, donc, lorsque le ressort est étiré, hein, la force de rappel a de sens inverse de I. Il est opposé à le sens de F est opposé de I. Et c'est le vecteur unitaire dirigeant l'axe OX. Dans le cas où le ressort est comprimé, voilà, comme ça, donc vous voyez que la force F, elle a le même sens, voilà, le F, elle a le même sens que I. Donc, au cours du mouvement oscillatoire d'un pendule élastique, elle est soumise à l'action d'une force F, qui est une force variable. Voilà, comme vous voyez, son sens dépend de la position, hein, la position du solide, et dépend aussi de quoi? Aussi de l'élongation ou la nature du ressort, c'est-à-dire la raideur du ressort. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour démontrer la variation de l'intensité de F hein, au cours du mouvement, vous voyez,
regardez l'élongation du fil, hein, du flèche. Donc, le vecteur qui était en bleu représente l'intensité de F. Donc, remarquez que l'intensité de F n'est pas constante. Dès que le X diminue, dès que le X diminue, voilà, le X ici. Donc, regardez la longueur de F, hein, le flèche, ça veut dire l'intensité de F. Dans ce cas-là, il est très grande. Dans le cas où j'approche, voilà, regardez, l'intensité devient très faible. Donc, l'intensité de F dépend aussi de la position du solide au cours de son mouvement. Donc, on va essayer de représenter toutes les caractéristiques dans une formule vectorielle qui nous a permis de déduire les différentes caractéristiques de cette force. Alors, revenons à notre leçon. Bien, donc on a dit que lorsqu'on écarte le solide S de sa position d'équilibre, lorsqu'on écarte le solide S de sa position d'équilibre, on remarque qu'il oscille autour de sa position. On explique ceci par l'action de quoi? L'action du ressort sur le corps. Cette action est appelée force de rappel. On peut alors définir facilement la force de rappel du ressort. Donc, comme la force agissante par le ressort sur le solide. Les expériences nous montrent que la force de rappel est proportionnelle à l'allongement. Qu'est-ce que c'est que l'allongement? On appelle delta L. Donc, ce sont des résultats que vous avez déjà traités dans le programme du tronc commun. Donc, on appelle delta L l'allongement du ressort qui est défini par delta L égale le L moins L0 avec le L0, c'est la longueur initiale. Le L, représente la longueur finale. Bien, comme on a déjà dit, la force de rappel sera proportionnelle à cet allongement. Donc, c'est un résultat expérimental. Donc, on a déjà vu que lorsque X augmente, delta L, plutôt F augmente. Bien, la force de rappel est également proportionnelle à une constante liée à la nature du ressort appelée constante de raideur. Elle est notée K, s'exprime en newton par mètre. Donc, l'intensité de F dépend de deux paramètres. Il dépend de l'allongement du ressort et dépend aussi de la nature du ressort. Donc, on utilise un axe OI pour repérer les positions. Donc, voilà la position d'équilibre. Et L0, c'est la longueur initiale ou bien la longueur à vide du ressort. On peut écrire facilement que la force de rappel est décrite par l'équation vectorielle, bien la relation vectorielle suivante. Le vecteur de force de rappel égale à moins K fois delta L fois le vecteur unitaire I. En voyant, est-ce que cette écriture vectorielle vérifie les relations, les remarques qu'on a déjà vues sur la simulation OPA. Donc, dans le premier cas, c'est le ressort est étiré. Voilà, donc le premier cas, le ressort est étiré. Alors, on a le delta L, c'est celle-là. Donc, la longueur finale, dans ce cas, le delta L, voilà le delta L. Alors, ça, c'est l'allongement, le delta L. Donc, on a bien que le L est supérieur à la longueur initiale, ce qui fait que le delta L est positif, n'est-ce pas? Le delta L est positif.
Donc, d'après cette relation, le K fois delta L est positif. Celui-là est positif. Eh bien, le moins K delta L fois I, c'est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens de F, est opposé au sens de I. Donc, voilà le sens de I, c'est celle-là. Voilà le I qu'on a déjà pris dans la simulation. Et vous remarquez bien que le sens de F, qui était représenté ici en vert, est opposé au I. Donc, cette équation vérifie, ou bien cette relation vérifie la première remarque dans le cas où le ressort est étiré. Alors, on a dit que l'allongement est positif, donc la force doit être dans le sens inverse de OI. Dans le cas contraire, si le ressort est comprimé, alors le cas ici, le ressort est comprimé, donc voilà le delta L dans ce cas-là. Alors, le delta L, c'est égal toujours le L final moins L initial. On a le L final ici inférieur à L0, donc le delta L est, voilà, le delta L dans ce cas est négatif. Et par conséquent, le delta L négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le K delta L négatif, donc le moins K delta L est positif. Dans ce cas-là, donc le moins K delta L est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens de F est le même que celui de I. Donc, c'est le ressort est comprimé, l'allongement est négatif, la force doit être dans le sens de l'axe OI. Alors, remarquez bien que le delta L est une grandeur algébrique. Il peut être positif ou négatif. Donc, l'intensité de F, le module de F, Il est toujours est égal en général le coefficient K, qui est le raideur, multiplié par la valeur absolue de delta L. Donc, c'est toujours égal à la valeur absolue de delta L. Très bien. Alors, donc, cette relation est valable quelle que soit la nature des ressorts à étirer ou bien comprimer. Alors, maintenant, passons aux parties suivantes. Étude dynamique du pendule élastique. Alors, on dispose sur un banc à coussin d'air horizontal un solide S de masse petit m attaché à l'une des extrémités d'un ressort et aspire non jointif de masse négligeable et de constante de raideur K. L'autre extrémité du ressort accrochée en un point fixe O. Donc, voilà le point. Donc, je vais représenter voilà l'axe qui représente l'axe du repère d'étude. Les frottements seront considérés négligeables. Au repos G, centre d'inertie du solide, bien de solide S est en position O, il coïncide avec l'origine, près comme origine des abscisses sur l'axe. Voilà, donc cette remarque ou bien cette phrase nous a permis d'écrire que x0 à l'état initial, x0 c'est égal à 0 puisque le solide à l'état initial, il coïncide, le centre d'inertie du solide, du système étudié, il coïncide avec l'autre. Alors, on écarte le solide de sa position, Pluton. Voilà, donc ça c'est, non, c'est pas la position t égale 0. Je suis désolé. Bien, on écarte le solide de sa position d'équilibre D, suivant l'axe OX, d'une distance D vers la droite et son vitesse initiale. Et on le lâche plutôt son vitesse initiale. Donc, si je détermine les conditions initiales, donc sont données par cette équation, que le x0 à la date où on lâche le solide, donc le solide était
libéré ou bien lâché à partir d'un point d'abscisse D. Donc, le x0, c'est égal D. Voilà. Et le vitesse initiale, donc le V0, c'est égal à quoi? À 0, puisque le solide est lâché sans vitesse initiale. Donc, voilà les conditions initiales. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver l'équation différentielle décrite par l'abscisse x au cours du mouvement du solide. Alors, faisons le bilan des forces agissant sur le système étudié, qui était le corps S. Alors, le corps S au cours de son mouvement est soumis à l'action de son poids, P, la réaction R, le poids perpendiculaire sur l'axe OX, le R perpendiculaire sur l'axe OX puisqu'il n'y a pas de frottement, tension du ressort ou bien force de rappel qui est égale à moins K delta L suivant I. Alors remarquez bien, dans le cas où nous avons un oscillateur élastique horizontal, le delta L, voilà, le delta L c'est égal à l'abscisse des X, l'abscisse X. Donc, delta L, c'est égal à X. Le L final, le L initial, donc le L final moins L initial, c'est égal à delta L. Et on remarque bien que le delta L, c'est la distance entre le O et le point M. La distance entre O et M, c'est égal à X. Alors, détermination de l'équation différentielle. En appliquant le principe fondamental de Newton, ou bien la deuxième loi de Newton, voilà, sur le système, on a la somme des forces agissant sur le solide est égale à la masse fois A. P plus R plus F est égal à MA. La projection de cette relation vectorielle sur l'axe OX donc, nous donne la projection de P sur OX 0, projection de R sur OX, ça fait 0. La projection de F sur l'axe OX, on a dit que la projection de F, ça fait le Fx, le Fx. Alors, le F de X qui est égal à quoi? À moins le module de F. Donc, moins quoi? Moins égale le moins K fois quoi? Fois la valeur absolue de delta L. Et puisqu'on a dit que le delta L, c'est le X, donc c'est égal à moins K fois la valeur absolue de X. Or, dans notre cas, le X est positif. Donc, vous regardez bien que le X est positif. Donc, la valeur absolue de X est égale à X. Donc, c'est moins K fois X. Donc, c'est à partir de ça, on peut déduire que la projection de F sur l'axe X est égale à moins K, X égale à M AX. Or, le AX qui est égal à la dérivée seconde est égal à la dérivée seconde de X par rapport au temps. Donc, M fois D au carré de X sur D de T carré est égal à moins KX. Je fais diviser par la masse et on obtient l'équation différentielle d au carré de x sur d de t plus k sur mx égale 0. Donc, c'est l'équation différentielle du mouvement de vérifier par l'abscisse x. L'accélération n'est pas donc constante, comme vous voyez. Donc, on a l'accélération, le AX est égal à moins K sur M fois X. Donc, il dépend de X. L'accélération dépend de X. Une autre remarque, c'est que j'ai effectué un mouvement rectiligne selon l'axe OX, donc la composante de A suivant Y est nulle. Alors, maintenant, on va essayer de trouver la solution de cette équation. Résolution de l'équation, ou bien solution de l'équation différentielle, ou bien d'autres manières de dire l'équation horaire de l'abscisse X. C'est l'élongation. Alors, l'étude mathématique de cette équation fournit comme solution, on a déjà traité ce genre d'équations dans l'électricité, surtout dans l'oscillateur électrique LC. Alors, la solution générale de cette équation s'écrit sous la forme x égale à x max fois le cosinus de p sur t0 fois t plus phi, où x max, c'est l'amplitude, t0 et la période propre, phi, c'est la phase à l'origine. Ce sont des constantes à exprimer. Alors, on va essayer de trouver l'expression de t0. Voilà l'expression de T0. Alors, détermination de l'expression de T0, période propre.
Alors, on a x est égal à x max cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Donc, je vais essayer de faire la dérivée pour la première fois. Donc, la dérivée de x sur d de t, c'est la vitesse ici. Donc, c'est vitesse, le Vx. N'oubliez pas que ça, c'est le Vx. C'est la dérivée de x sur d de t. Donc, c'est égal à quoi? Moins x max de pi sur t0 fois sinus de pi à la t0 t plus phi. Donc, ça, c'est un résultat qu'on a déjà traité ou bien qu'on a déjà vu dans les leçons concernant le RLC et LC. Alors, je vais passer à la dérivée seconde pour avoir le dérivé second. Donc, d au carré de x sur dt carré, c'est égal à moins x max de p sur t0 au carré fois cosinus de p sur t plus phi. Je fais revenir à mon équation différentielle et je remplace le dérivé second par son expression, le x par son expression et j'obtiens. Alors, je remplace dérivée seconde par son expression moins x max de p sur t0 au carré cosinus carré de p sur t plus phi et plus le k sur m. Je remplace aussi ça, également le x. Voilà, ça c'est le x. Et ça, tout ça c'est le terme à x de point. Voilà, ou bien d au carré de x sur d de t, et on obtient. Je vais factoriser par le x max cosinus de p sur t, donc x max cosinus de p sur t, et j'obtiens ce terme-là. Voilà, c'est le même scénario qu'on a fait dans les leçons de l'électricité. Alors, comme le x max cosinus de p sur t différent de 0, puisqu'on étudie le mouvement dans n'importe quel instant, donc, il ne reste à dire que le terme à moins 2p sur t0 t plus k sur m égale 0. En effet, après une simplification que vous pouvez faire vous-même, donc on arrive à l'expression finale de la période propre. Donc, t0 est égal à 2p fois la racine de m sur k. Racine de m sur k. Bien, on va voir. Donc, vous voyez que la période, elle dépend de la masse et dépend d'une constante de raideur. Donc, elle dépend de la masse du solide et d'une constante de raideur. On va voir ceci dans la simulation. Pendule élastique. Voilà. Bien, donc on va prendre notre simulation. Donc, je vais garder la constante de raideur fixe, le K fixe, et je vais essayer d'augmenter la masse. Donc, remarquez bien que la période dans le cas où j'ai la masse M, donc je vais annuler d'abord les frottements. Bien, donc vous voyez que dans le cas où j'ai la masse est égale à 0,3 kg, constante de K est égale à 2, la période, donc c'est égal à 2,4. Alors maintenant, je vais essayer d'augmenter la masse. Lorsque la masse augmente, vous voyez que la masse augmente, la période, lorsque la masse devient 0,3, donc la période est égale à quoi? Est égale à 3,4. Donc, vous pouvez faire vous-même le calcul de 2P racine de 0,5 sur 2 et vous retrouvez est-ce que ceci est égal à quoi? Égal à 3,4 ou pas. Donc, 0,5 sur 2, ça sera 1 sur 4. 2P fois la racine de 1 sur 4, ça est égal à P qui est égal à 3,4. Donc, vous voyez que la relation déjà établie vérifie cette. Voilà. Donc, en plus, si je augmente la masse, en plus, comme la masse augmente, vous voyez que la période augmente également. Donc, la période T augmente avec la masse. Maintenant, je vais revenir à la masse égale à 0,3.
ou bien je garde 0,5, hein, je garde la masse 0,5 et je prends le cas où j'ai un mouvement oscillatoire. Donc, pour le K est égal à 2 newtons par mètre, donc la période c'est égal à 3,14. Donc, maintenant, je vais essayer d'augmenter le K. Donc, vous regardez bien que la période diminue, hein, de 3,4 devient 2,55. Je vais minimiser le K. Donc, la période augmente. En plus, je minimise encore la période. Donc, vous voyez bien que la période T dépend de K et dépend également de la masse. Elle augmente avec la masse et augmente avec la diminution de K. Voilà, de la constante de raideur K. Très bien. Alors, on va essayer de faire trouver l'unité de T0 par l'analyse dimensionnelle. On peut vérifier la validité de cette expression par analyse dimensionnelle. Donc, l'unité de T0, c'est égal à la racine de l'unité de la masse sur l'unité de K. Alors, l'unité de K est le newton par mètre. D'après la deuxième loi de Newton, on a F est égal à MA. Donc, le newton est équivalent à l'unité de quoi? De la masse fois l'unité de longueur fois l'unité du temps au carré. Donc, K a pour unité le système international, c'est la masse fois le temps à la puissance moins 2. Donc, je remplace ce C dans mon expression et je trouve l'unité de T0, c'est l'unité de la masse divisé par l'unité de la masse sur l'unité de T au carré, du temps au carré. Donc, ça sera l'unité de temps au carré. C'est bien que l'unité de T0, c'est le second système international, donc la période propre des oscillations du solide reliées à un ressort a bien une dimension du temps. Maintenant, détermination de quoi? Détermination de Xmax et de phi. Donc, comme nous avons vu dans l'électricité, les Xmax et les phi à l'amplitude et la phase à l'origine dépendent des conditions initiales. On a déjà nous déterminant ces constantes à l'aide des conditions initiales. À t égale 0, on a x0 est égal à d, donc déjà positif, et la vitesse initiale nulle. Donc, d'après les équations, l'abscisse x est égal à xm cosinus de p sur t0 plus phi. Voilà, ça, c'est l'expression donnée par la solution générale de l'équation. L'expression de vitesse, c'est dérivée de x sur d de t. Alors, on remplace les conditions initiales. Je remplace à l'instant t est égal à 0, x0, donc par d, et la date t par 0. Donc, la date t par 0, ça se devient égal à 0, et c'est lorsque t est égal à 0, ceci devient égal t. Donc, d, ce sera d est égal à xm cosinus phi. Xm cosinus phi, donc, doit être positif, puisque le xm positif, donc le cosinus de phi, doit être aussi positif. Donc, le deuxième équation, le vitesse initiale, lorsque t égale 0, donc ceci devient égal à 0. Alors, le v, 0, v, 0 c'est égal à 0. Donc, je remplace 0 ici. Dans ce cas, 0. 0 égale à moins x max de PLT fois sinus de phi. Phi. Alors, vous voyez bien que x max différent de 0, de p sur t0 différent de 0, ça sera sinus de phi égale 0. Puisque le sinus de phi égale 0, ça veut dire que phi égale à soit pi, soit à 0. Comme le cosinus de phi est positif, donc phi doit être égal. Si je prends phi est égal pi, cosinus de p est égal à moins 1, ne vérifie pas la première condition, alors je suis obligé de prendre le phi égale 0. Donc, si je remplace phi par 0, le sinus de 0, ça sera 0. Donc, cette condition est vérifiée. Et le cosinus de 0, ça sera x max. Conclusion, donc les équations finales de l'élongation de la vitesse et de l'accélération pour un cas particulier, la distance est égale à 10 cm, la masse est égale à 324 grammes et le cas est égal à 20 Nm par gramme est donné par les résultats suivants. Donc le X max, on a le X max est égal à D, la période c'est à peu près égal à 0,8. Donc vous voyez ici la période ici et le régime, c'est un régime sinusoïdal.
la vitesse, l'expression de vitesse. Quand vous voyez l'expression de vitesse, donc c'est celle-là, vitesse maximale. Donc voici la vitesse, la valeur maximale de vitesse, c'est égal à x point max égal à x max fois 2p sur t0. Et l'accélération également, l'accélération x de point, c'est égal à moins x max k sur m fois la racine de k sur m. Ah, donc, l'amplitude maximale de l'accélération dépend de quoi? Dépend de k et de m. La même chose pour la vitesse, l'accélération, ou plutôt l'amplitude de vitesse dépend de k et de m. Donc, voici, voyez les courbes représentant l'évolution de l'abscisse, l'évolution de quoi? De vitesse et l'évolution. Donc, si vous remarquez bien que le graphe représentant la vitesse et l'abscisse x sont en quadrature de phase, alors que pour l'accélération et le x sont en opposition de phase. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est le xm et ça c'est le moins xm. Donc, si je fais rentrer le moins dans la date, donc j'obtiens le cosinus de racine de k sur mt plus le p. Donc, elles sont en opposition de phase. Et ça, c'est je pour revenir à le cosinus. Donc, le sinus de racine de k sur m plus est égal à le cosinus de racine de k sur m plus au moins p sur 2. Donc, c'est plus p sur 2. Donc, c'est le vitesse et x sont en quadrature de phase. On va voir pour le reste des applications. Donc, je vais faire les applications la prochaine fois, Inch'Allah. Maintenant, on va voir ces courbes sur la simulation rapidement. Voilà. Donc, je vais essayer ici de représenter les différentes paramètres. Voilà. Donc, j'ai minimisé la masse. Bien. Donc, voilà. Donc, vous voyez que ce qui est en vert, c'est le x. En bleu, c'est la vitesse et en rouge, c'est l'accélération. Donc, comme vous voyez bien que l'accélération, si j'élimine la vitesse, l'accélération est en opposition de phase avec quoi? Avec le x. Si je reviens à vitesse et j'élimine l'accélération, donc les courbes entre vitesse et l'accélération sont en quadrature de phase. Maintenant,